Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast des Échos de l'âme. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet aussi fascinant que souvent mal compris, l'ego. Un mot qui fait débat, qui divise parfois, et qui pourtant est une part essentielle de notre être. Tout comme nos pensées, nos émotions ou notre inconscient, l'ego est là depuis le début, depuis notre naissance. Alors qu'est-ce que l'ego au juste ? C'est cette force qui surgit quand on se sent jugé. C'est ce besoin presque instinctif d'être aimé, reconnu, approuvé. C'est cette tension intérieure qui nous pousse à fuir le rejet, à vouloir paraître sous notre meilleur jour. Et si en m'écoutant, une voix en vous murmure « Moi, ça ne me concerne pas », eh bien c'est justement lui, c'est l'ego qui parle. Dans cet épisode, nous allons d'abord explorer ce qu'est l'ego dans sa forme la plus simple, la plus nue. Puis, on le regardera sous différents angles, culturels, philosophiques, spirituels et psychologiques. On verra comment il a été perçu à travers les époques, comment il se construit en nous et surtout quel est son rôle. Enfin, on s'intéressera à sa transformation possible, à ce chemin intérieur qui peut nous rapprocher d'une vie plus authentique, plus alignée, plus libre. Je vous invite à écouter attentivement, à prendre des notes si le cœur vous en dit, et pourquoi pas, à revenir sur cet épisode plus tard pour en saisir toutes les nuances. Qu'est-ce que l'ego ? Avant d'aborder l'ego dans une perspective plus spirituelle, commençons par le définir de façon simple, puis utilisons une image concrète pour mieux le faire résonner. Sur le plan psychologique, l'ego peut être vu comme un ensemble de mécanismes que nous mettons en place, souvent sans nous en rendre compte, pour protéger notre identité et l'image que nous avons de nous-mêmes. Il se construit à partir de nos expériences passées, de nos peurs, de nos désirs et de nos croyances. L'ego agit un peu comme une paire de lunettes colorées. Il filtre notre perception du monde. Ces filtres influencent la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive, ce que les autres nous disent ou comment nous nous sentons face à certaines situations. Et parce que ces filtres sont souvent inconscients, nos réactions deviennent automatiques, répétant les mêmes schémas, parfois sans que l'on sache pourquoi. Par exemple, si l'on a souvent été critiqué dans le passé, l'ego peut développer un mécanisme de défense en nous poussant à vouloir toujours avoir raison ou à se sentir attaqué facilement. Ce n'est pas que l'ego est mauvais en soi, il essaie simplement de nous protéger, mais il peut aussi nous enfermer dans une vision limitée de nous-mêmes et du monde. Pour expliquer cela avec un peu plus de résonance, imaginons que notre psyché soit une maison intérieure faite de 4 pièces essentielles, l'instinct, la conscience morale, l'ego et l'essence profonde. Commençons la visite. Au sous-sol se trouve la pièce de l'instinct. C'est l'espace brut, primaire, celui où vivent nos envies immédiates, nos pulsions, nos désirs spontanés. On y descend rarement, mais c'est elle qui alimente toute la structure. C'est l'enfant sauvage en nous, celui qui crie quand il a faim, qui tape du pied quand il est frustré, qui réclame sans attendre. Il dit « Je veux tout et tout de suite, sans filtre ni mesure ». À l'opposé, tout en haut, dans le grenier, se cache la conscience morale. C'est une pièce remplie d'échos, ceux de notre éducation, de nos traditions, de nos croyances. C'est la voix du devoir, celle qui nous rappelle ce qu'il faut faire, ce qu'on devrait être. Elle nous parle souvent quand on s'apprête à poser une limite, à dire non. Elle souffle « ce n'est pas gentil ». Fais un effort, même si au fond on est épuisé ou qu'on n'en a pas envie. Au centre de la maison, il y a le salon. C'est là que réside l'ego. C'est la pièce qu'on ouvre aux invités, celle qu'on entretient avec soin, car elle reflète l'image que nous voulons donner au monde. L'ego essaie de tout concilier. Il jongle entre les impulsions du sous-sol et les règles du grenier. Il veut paraître solide, cohérent, aimable. Il veut plaire, être reconnu, exister aux yeux des autres. C'est lui qui nous pousse à dire « ça va, merci », alors que tout vacille à l'intérieur.
Il fabrique des masques, mais pas par malveillance, simplement pour survivre. Et puis, il y a la fondation, ce qu'on ne voit pas mais qui soutient l'ensemble. C'est notre essence profonde. Elle est là, silencieuse, stable, immuable. C'est ce que nous sommes vraiment, au-delà des rôles, des réflexes, des attentes. C'est cette voix douce qui dit « tu n'as rien à prouver » ou cette paix étrange qui nous traverse quand on agit enfin en accord avec ce que l'on est, même si cela dérange. Dans cette maison, l'ego joue un rôle crucial. Il tente de créer l'équilibre. Il fait le lien entre les étages, tente de préserver l'harmonie. Il n'est pas notre ennemi, seulement un gardien parfois trop zélé. Mais s'il prend toute la place, il finit par nous éloigner de notre fondation, de cette essence qui, pourtant, est la seule chose qui ne vacille jamais. L'ego nous aide à marcher dans le monde, mais c'est l'essence profonde qui nous guide vers ce que nous sommes vraiment. Après avoir exploré l'ego à travers l'analogie de la maison, nous pouvons maintenant examiner la perception de l'ego à travers les traditions spirituelles et religieuses. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'ego est perçu comme un obstacle majeur à la réalisation de la vérité ultime. Il est souvent décrit comme un voile illusoire qui nous sépare de notre essence profonde ou de la réalité divine. Dans le bouddhisme, l'ego, c'est-à-dire l'attachement à une identité fixe, au moi ou au je, est considéré comme la source de la souffrance humaine. Selon les enseignements du Bouddha, il n'existe pas de soi permanent. L'éveil spirituel consiste précisément à reconnaître cette vacuité du soi et à se libérer des désirs, de l'attachement et de l'illusion de la séparation. Dans l'hindouisme, l'ego est vu comme une construction mentale qui obscurcit la conscience de l'âme et l'empêche de s'unir à Brahman, l'absolu universel. La libération spirituelle survient lorsque l'individu transcende l'ego pour réaliser l'unité avec le divin. Dans le christianisme, notamment dans la mystique chrétienne, l'ego est perçu comme un attachement à la volonté propre qui s'oppose à l'humilité et à l'abandon à Dieu. Des figures comme Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila parlent de la nécessité de mourir à soi-même pour renaître en Dieu. Le Christ lui-même enseigne « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, 25, appelant à une forme de dépassement du moi. Dans l'islam soufi, l'ego, appelé naf, est vu comme la part inférieure de l'homme centrée sur les désirs, l'orgueil et les passions. Le chemin soufi est une voie d'ascèse et de purification progressive de la naf pour permettre à l'âme de s'élever vers Dieu. L'extinction de l'ego est une étape essentielle pour atteindre l'union mystique avec le divin. Ainsi, à travers ces traditions, l'ego apparaît non pas comme quelque chose à détruire, mais à transcender, à purifier ou à replacer à sa juste place. Il est souvent assimilé à une illusion d'individualité séparée, une entrave à la communion avec une réalité supérieure, qu'elle soit divine, absolue ou impersonnelle. Après avoir exploré l'aspect spirituel de l'ego, où il se trouve souvent en quête de transcendance et de soumission à des forces divines, voyons comment il a évolué à travers les époques. L'ego, ce compagnon de route si présent en nous, n'a pourtant pas toujours eu le même visage. À travers les siècles, il a changé, évolué, s'est adapté, un peu comme un caméléon qui prend la couleur des époques. Dans l'Antiquité, l'ego tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas vraiment. L'individu était avant tout un rouage dans un tout plus grand, la cité, le cosmos, les dieux. Pas question de se penser en tant que moi isolé. L'ego était fondu dans la collectivité au service d'un ordre perçu comme sacré ou naturel. Puis est venu le Moyen-Âge. Là encore, l'ego ne trônait pas en roi. C'était l'humilité qui dominait, la soumission à Dieu. L'homme n'était qu'un serviteur, un être en quête de rédemption. L'ego, vu comme un obstacle à la pureté divine, devait être dompté, parfois même écrasé.
il fallait s'effacer pour mieux se rapprocher du divin. Mais avec la Renaissance, quelque chose s'est éveillé. L'individu commence à se regarder autrement. L'humanisme, la redécouverte de la pensée grecque et romaine, l'art, la science, tout cela redonne à l'être humain un rôle central. L'ego se redresse, s'affirme, cherche à comprendre, à créer, à exister pleinement. On sort de l'ombre du divin pour entrer dans la lumière de la conscience de soi. Puis vient l'ère moderne. Au XIXe et XXe siècle, la psychanalyse arrive et avec elle une plongée vertigineuse dans les profondeurs de l'esprit. L'ego devient un acteur complexe. Entre le ça et le surmoi, entre pulsion et morale, entre désirs secrets et masques sociaux. Ce n'est plus un simple « je suis », c'est un champ de tension, de conflit, de questionnement. Et aujourd'hui, l'ego est constamment exposé. Entre les réseaux sociaux, les exigences de performance, l'image qu'on veut donner, l'ego cherche sans cesse à briller, à séduire, à prouver sa valeur. Mais souvent, il s'éloigne de sa source, de ce qu'il est vraiment. Il devient dépendant du regard de l'autre, parfois même esclave de son propre reflet. Alors en regardant ce chemin, on peut se demander, notre ego tel qu'il est aujourd'hui, est-il encore connecté à notre être profond? Ou bien s'est-il perdu dans le vacarme du monde? Ce qui est certain, c'est que l'ego n'est pas figé. Il bouge avec les idées, avec les valeurs, avec la manière dont on se raconte le monde. Parfois soumis, parfois exalté, parfois en lutte. Il reflète autant notre besoin de nous affirmer que notre façon de concevoir l'humain. Et peut-être que comprendre son histoire, c'est déjà un pas vers la réconciliation. Non pas pour écraser l'ego ou le rejeter, mais pour lui redonner sa juste place au service d'un soi plus aligné, plus libre, plus vivant. Comment fonctionne l'ego et comment évolue-t-il à travers les étapes de notre maturation? La naissance de l'ego, c'est un peu comme un commencement silencieux, un point de départ qui se dessine sans qu'on le décide. Dès la venue au monde, très tôt, nous nous retrouvons face à un environnement extérieur vaste, souvent imprévisible, parfois même hostile. Notre corps et notre esprit arrivent nus, vulnérables, dans un monde chargé d'attentes et de stimulation. Alors, pour survivre, notre esprit commence à bâtir une première armure, une protection subtile mais puissante, l'ego. Nous ne naissons pas dans le vide. Nous arrivons dans un tissu relationnel, affectif et social. Dès les premiers instants, un instinct de survie s'active. Nous captons les regards, les gestes, les émotions qui nous entourent. Et très vite, nous comprenons, pour être aimé, pour être accepté, il faut s'adapter. Parce que nous sommes dépendants, parce que notre survie affective est en jeu, nous modulons nos comportements. Cette adaptation, d'abord inconsciente, devient la base de ce que l'on appelle l'ego, un jeu, J-E, construit pour faire comprendre au monde nos besoins, nos limites, nos désirs. Notre corps répond aux stimuli émotionnels, notre esprit réagit à l'environnement relationnel. Nous comprenons rapidement que nos comportements peuvent provoquer des réactions chez les autres. Et ainsi, peu à peu, l'ego se forme. Il prend de l'épaisseur, il s'affine en fonction des réponses que nous recevons. Prenons un exemple. Un enfant qui exprime sa tristesse ou sa peur peut recevoir en retour de la tendresse, de l'attention. Il associera donc ses émotions à une réponse positive. Mais si ce même enfant manifeste de la colère, de la frustration et qu'il est ignoré ou réprimandé, il intégrera que certaines émotions sont acceptables et d'autres non. Alors, sans même s'en rendre compte, il ajustera son comportement. Il pourra devenir calme, souriant, docile, non pas parce que c'est sa nature profonde, mais parce que c'est ce qui lui permet de maintenir le lien.
Ce besoin d'être aimé devient plus fort que l'expression de soi authentique. Ce jeu, façonné par l'environnement, devient l'illusion du soi. À l'adolescence, l'ego s'affirme. C'est une période où l'on veut exister par soi-même, s'affranchir, se différencier. On teste les limites, on revendique ses goûts, ses idées, son style. Et selon l'histoire de chacun, l'ego peut devenir plus rigide, plus bruyant, ou au contraire plus effacé. Mais malgré ces formes variées, l'ego reste une construction. Il agit par réflexe, par conditionnement. Ce n'est pas notre essence profonde, mais une réponse automatique, façonnée à partir de nos expériences. Puis vient l'âge adulte, et cette armure censée nous protéger peut devenir une prison. On vit à travers un personnage, et parfois on ne sait même plus si nos choix viennent de nous ou s'ils sont dictés par l'ego. On s'éloigne alors de notre vérité intérieure. Ce qui devait nous protéger finit par nous enfermer, nous couper de nos émotions profondes, de notre spontanéité, de notre capacité à aimer vraiment. Et puis, il se passe quelque chose. Un choc, une rupture, une perte, un burn-out. Quelque chose qui nous fait tomber de haut. Et soudain, les vieilles questions refont surface. Pourquoi je répète toujours les mêmes schémas ? Pourquoi malgré mes efforts rien ne change ? Pourquoi je me sens vide malgré tout ce que j'ai accompli ? Et l'ego cette fois ne sait plus répondre. Il ne parle plus que de peur. Et c'est là que commence un véritable tournant. On prend du recul, on commence à se désidentifier de ce que l'on croyait être, on réalise qu'on a joué un rôle, qu'on a porté un masque. Et cette question simple mais puissante surgit. Qui suis-je vraiment ? En revisitant notre histoire, nous voyons que nos réactions, nos choix, nos peurs étaient souvent dictés par ce personnage protecteur construit à partir de nos blessures. Alors, peu à peu, notre véritable nature commence à émerger. On commence à observer l'ego sans jugement, à comprendre ses stratégies, ses automatismes. On découvre les mécanismes de défense, les peurs cachées derrière nos comportements. Et c'est là que commence le tri. On apprend à différencier ce qui vient de notre ego de ce qui vient de notre essence. L'ego n'est plus un ennemi, il devient un outil, une lumière qui nous indique nos zones d'ombre. Avec la volonté sincère de grandir, l'inconscient s'ouvre et nos vérités profondes refont surface. Cela demande du courage, de la persévérance et parfois même des ajustements radicaux dans notre vie, dans nos liens affectifs, nos choix professionnels, nos valeurs, notre manière d'aimer. Mais plus on avance dans cette lumière, plus l'ego s'assouplit. Il devient malléable, il s'ajuste à notre conscience. Il cesse de nous dominer, il commence à nous accompagner. C'est alors qu'il se transcende, devenant un canal de conscience au service de notre vérité intérieure. Ce chemin, c'est celui de la transformation. Il ne s'agit pas de tuer l'ego, mais de le faire évoluer avec nous, de l'inclure dans notre quête d'authenticité, de paix, de liberté. C'est pourquoi cette introspection est bien plus qu'un simple processus personnel. C'est un travail spirituel, culturel, collectif. Une révolution intérieure, silencieuse, qui transforme notre manière de penser, d'aimer et de vivre ensemble. Ce travail nous pousse à redéfinir des notions fondamentales, l'amour, la loyauté, le sacrifice, le bonheur et tant d'autres. Et chaque croyance déconstruite donne une nouvelle vibration à notre énergie. C'est un acte de courage immense, mais il nous ramène peu à peu vers la version la plus vraie de nous-mêmes. L'armure devient un miroir. Elle ne nous enferme plus, elle nous révèle. Et ce choix de lumière, ce n'est jamais un hasard, c'est une décision consciente,
un chemin de guérison, un chemin exigeant mais profondément libérateur. Voilà, c'est la fin de cette première partie consacrée à l'ego. Je vous ferai une seconde partie dans un prochain podcast où nous aborderons ensemble quel est le rôle de l'ego dans les schémas répétitifs, pourquoi sa transformation vers la pleine conscience est-elle parfois si difficile, et quels autres aspects de notre psyché participent au processus d'éveil intérieur. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour vous. N'oubliez jamais, chaque pas vers vous-même est un acte d'amour et de puissance. Soyez acteur de votre paix, dans l'amour et la bienveillance, envers les autres, mais surtout envers vous-même. Si vous avez écouté ce podcast, c'est que vous êtes déjà sur un chemin précieux. Un chemin qui vous rapproche, chaque jour, un peu plus de la version la plus lumineuse et la plus libre de vous-même. Avec tout mon amour et mes encouragements. Kézia.